Alors, de la même manière que la dernière fois, c'est un exercice qui n'est pas représentatif de la difficulté moyenne des decks. Pour moi, il est dans les plus faciles qui se donnent à les decks. Mais cela dit, les gens qui avaient la chance de pouvoir composer là-dessus en 2022 ont pu prendre un maximum de points, j'espère, du moins, en un minimum de temps, quoi. Alors, on verra ce que ça donne. Il y a une question ou deux de deuxième année, mais j'introduirai les notions à la volée pour les élèves de première année qui craignent de ne rien comprendre à ce qui se passe, ce qui peut tout à fait arriver, quoi. Alors lisons ensemble, essayons de comprendre ce qui se passe. On désigne par n un entier naturel non nul et par p un réel de 0, 1 et on pose q égale a moins p. Donc jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. On s'intéresse à un jeu vidéo au cours duquel le joueur doit essayer pour gagner de réussir dans l'ordre n niveaux numérotés de 1 à n, ce joueur ne pouvant accéder à un niveau que s'il a réussi le niveau précédent. Le jeu s'arrête le joueur échoue à un niveau ou bien lorsqu'il a réussi les n niveaux du jeu. Donc on va faire un dessin. Hein. Pourquoi s'embêter? Je pense que ce que je ferais sur un brouillon, c'est quand même vite fait un truc genre ça. Donc là, il réussit. On va dire que, bon, au départ, il part de rien, d'accord? Départ. Ensuite, il réussit le niveau 1. Ensuite, il réussit le niveau 2. Ensuite, il réussit le niveau 3. Ensuite, il réussit le niveau 4, etc. Et ensuite, il réussit le niveau N. Et on considère que là, il a fini le jeu, quoi. Et en fait, ce qu'ils nous disent les gens, c'est que pour passer de l'un à l'autre, il y a toujours une probabilité de P. Et sinon, c'est un échec, en fait. Donc on fait ça, et on se dit que les flèches bleues, c'est des probas P. Ouais, Guilaret, t'inquiète pas. Les questions vont arriver. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Je te mets la deuxième partie juste après. En fait, c'est juste qu'on ne devrait pas se laisser embrouiller par les questions. En fait, la première chose, c'est déjà, pour moi, de transcrire le bloc de texte, gros bloc massif, là, tu vois, de le mâcher et d'en faire quelque chose de lisible, de manière à ce qu'on n'ait pas à relire du tout cet infâme truc. Parce que c'est trop d'emmerdement, en fait, tout simplement. Alors, continuons. Donc, a priori, ça, c'est la modélisation. Et alors, on dit quoi? On dit que il a le niveau K s'il a réussi le niveau K et échoué au niveau K plus 1. On dit que le joueur a le niveau N s'il a tout réussi, grosso modo. Et on dit que le joueur a le niveau 0 s'il a tout foiré, quoi, grosso modo. Donc alors là, c'est marrant parce que du coup, on peut continuer l'arbre un peu comme ça. Donc là, avec une probabilité 1 P, du coup, il va se retrouver au niveau 0. Donc je vais mettre level 0. Ici, s'il se rate, en fait, s'il ne passe pas au niveau 2, ça veut dire qu'il se rate. Et du coup, il finit avec un niveau 1, level 1. Etc., etc. Donc là, pareil, s'il se rate, il finit avec un niveau 2, etc. Là, il finit avec un niveau 3. Là, il finit avec un niveau 4. Et là, s'il atterrit là, en fait, c'est obligatoirement, et cette fois, c'est une proba de 1, si il finit le niveau N, il finit level N, quoi. Voilà, on a tout level 1. Et là, level 2, level 3, level 4. Ok, donc ça, c'est la structure du jeu. Il part de rien. Le mec passe des niveaux au fur et à mesure. Et dès qu'il réussit un niveau, qu'il rate l'autre, donc sortie du jeu, fin du jeu, game over, et il sera niveau quelque chose. Et s'il enquille tous les niveaux sans cesse, niveau N à la fin, j'ai dit n'importe quoi. Donc là, s'il réussit son niveau N, c'est même pas proba 1, c'est ce que ça signifie, niveau N ici, l'encart coquille, ça y est, il est déjà sorti. Et s'il rate le niveau 1 d'emblée, niveau 0, un nul. T'as raison, Maxence, t'as raison. T'as raison parce que là, de N-1 à N, donc il y a probabilité P, et le niveau N, il y a probabilité P. Tu as raison à 100%. Donc, attends, mais est-ce que mes niveaux sont pas tous décalés, en fait? Il n'y a pas de niveau de départ, ouais. Ok, je vais le décaler. Tant mieux. Mais c'est pas grave, tant mieux, en fait, justement, et c'est un peu ce que je dis tout à l'heure, finalement, il vaut mieux faire ça maintenant, avant qu'il y ait des questions, parce que si la modélisation est mauvaise, tout sera mauvais. Alors, on reteste le coup. Niveau 1, s'il se rate, il est qualifié de niveau 0, et s'il réussit, il tente le niveau 2. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Ok, maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc, s'il rate niveau 3, etc., et là, il va se retrouver au niveau N,
et il va avoir une chance d'accéder au niveau N. Donc s'il se rate, ouais, c'est très très bien. Là, ça va régler le problème de Maxence instantanément. Donc là, on va avoir du niveau N-1 s'il rate. Donc ça sera le pire, en fait. Ça serait le moment où il est à 2 doigts de finir le jeu et en fait, il se craque. Donc là, il y a du 1-P, ici. Et là, il y a une dernière flèche avec du niveau P qui le conduit au boss. Hein. Voilà, ça y est. Il est niveau N, c'est-à-dire qu'il a fini le jeu et que c'est une fusée, quoi. Donc là, c'est un petit schéma. Je vais vous mettre schéma. Et je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Ok. On relie, On note xn le niveau du joueur, et on admet que xn est une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé, donc ça c'est du blabla, on s'en fiche. Tout ça, on pourrait rayer de rage. Hein. Pour tout cas de Rn, on note Rk, l'événement, le joueur réussit le niveau K. Donc c'est ce que j'ai appelé dans le live précédent les événements élémentaires, ces trucs-là. C'est des petits événements. Et en fait, on va pouvoir exprimer, par exemple, le fait qu'il soit niveau 3, on va pouvoir l'exprimer en termes des événements élémentaires. Alors là, pareil, on va pas attendre les questions pour essayer d'écrire des choses sensées. Par exemple, on pourrait se dire, je sais pas moi, alors, on va dire s'il y a n niveaux, donc on va dire, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que le joueur est de niveau 3, comme ça. Dire que le joueur est de niveau 3, ça veut dire qu'il a réussi son niveau 1, ça veut dire qu'il a réussi son niveau 2, ça veut dire qu'il a réussi son niveau 3, et qu'il a raté son niveau 4. Comme ceci. Donc ça, on peut l'écrire pareil d'emblée en se disant à quoi ça sert, mais on a déjà vu ça dans pas mal de lives maintenant, de se dire que nos événements complexes, c'est le niveau, parce que le niveau encapsule une succession d'épreuves, et là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de découper en fait un événement que j'avais appelé complexe, taille intermédiaire, en intersection, union, complémentaire, de petits événements élémentaires. Et c'est à ça que vont servir les petits RK, quoi. Ok, alors la première question, c'est une question de modélisation, figurez-vous. C'est une question où il y a un programme à trous qui est extrêmement mal conçu, avec des inputs dans tous les sens, mais on va quand même le regarder si vous voulez, et on va se demander quelle est la logique, et après je le coderai en Python. Mais normalement, on n'a besoin que du schéma là. Si vous avez ça en tête, grosso modo, on est à peu près bon. Hein. Donc je vais vous mettre le schéma ici. Et donc ça, c'est un langage qui existe encore, hein, qui s'appelle Scilab, et qui a une syntaxe un tout petit peu différente que Python, mais malgré tout, faut pas déconner, on va quand même comprendre très 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 bien ce qui se passe, quoi. Alors pour les gens, juste le disp qui est ici, ça veut dire display, et nous, l'équivalent en Python, c'est print, mais c'est vraiment la seule différence. Et en fait, ce que vous voulez, c'est que ça simule un jeu, le joueur, donc qui commence, il fait son premier partie, deuxième partie, etc. Et puis on va voir une simulation de son niveau, quoi, grosso modo. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre dans les trous ? C'est une bonne question. Alors je vais essayer de faire un énorme trou là. Oh, ça va être moche, croyez-moi. Attendant, essayez de comprendre la logique, mais encore une fois, oh là 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 là. Ouais, c'est pas... Ouais, je vais pas toucher. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Donc X, ça représente le niveau, d'accord ? Et tant que... Alors là, ça c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1, c'est comme random, en fait, si vous voulez, en Python. Et il va falloir faire quelque chose avec X. Alors déjà, je prends le X égale 0 de Didier, c'est-à-dire qu'au début, il est niveau 0. A priori, il est niveau 0. Donc là, on va mettre un X égale 0. Je le mettrai plus tard, en fait, bien propre, d'accord ? C'est l'astuce, c'est nickel. Voilà, c'est ça. Alors on va voir, mais j'aurais tendance... Vous savez quoi ? Je vais quand même effacer, ça va être très très moche, mais c'est pas grave. Je vais faire un gros trou, en fait, horrible. Et comme ça, je vais pouvoir écrire de manière lisible. Donc ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Et je vais écrire comme ça. Oh, c'est pas beau. Donc, il commence à x égale 0. Je suis pas certain du x inférieur ou égal à n. Je sais pas si c'est x inférieur ou égal ou strictement inférieur. Je dirais strictement inférieur, a priori. Parce que si tu fais x égale x plus 1, et qu'il est déjà de niveau n, il risque de passer niveau n plus 1, donc ça risque de foirer. Et x égale x plus 1, normalement, devrait fonctionner. Et donc, en fait, en français, ce que ça veut dire, c'est que, a priori, il est niveau 0, et on dit, tant que le jeu est en cours, ça veut dire, il est pas encore niveau n, parce que sinon, le jeu n'est plus en cours.
et qui réussit sa partie, donc ça, on expliquera exactement pourquoi il y a rand plus petit que P, alors il est qualifié pour le niveau suivant. Et ça enchaîne comme ça directement. Voilà. Ouais, ça devrait être fonctionnel. Alors ça, c'est un langage, encore une fois, qui n'est plus au programme depuis belle lurette, et c'est un langage qui s'appelle Scilab. Alors, non, ne pas écrire en cette couleur. Je vais l'écrire comme ça ici, Scilab. Et en fait, il y a pas mal de critiques que j'ai à apporter, c'est que si vous voulez faire 10 simulations, par exemple, ou si vous voulez calculer le niveau moyen atteint par le joueur, eh ben bon courage les amis, parce qu'à chaque fois que vous compilez, il va falloir se taper 2 inputs à la suite, et ça va être un peu l'enfer. Donc moi, je vous propose plutôt de faire une bonne vieille fonction, et de simuler directement le niveau de sortie du joueur sans chichi, quoi. Alors attention, Python. Maintenant, on va faire ça en Python. Alors, écran noir. Non, je rigole, c'est parti. Donc, def, simulation, on va simuler X. Et les paramètres d'entrée, du coup, vous avez P, qui est la valeur entre 0 et 1. Et vous avez N, le nombre de niveaux du jeu. Et donc ça, en fait, ce bazar-là, c'est censé simule le niveau d'un joueur au cours d'une partie, on va dire. P, c'est la probabilité de succès d'un niveau. Et puis N, c'est le nombre de niveaux dans le jeu. Voilà, ça, on n'est pas obligé d'écrire ça dans les programmes de ECG. En fait, c'est pas attendu de faire une docstring comme ça. Mais pour nous, et notamment pour la présentation là dans un live, je vais quand même essayer d'expliquer un peu ce qui se passe, quoi. Alors du coup, on commence, pareil, x égale 0. Et puis on va dire, tant que le jeu est en cours et que... Alors, là, on va protester un peu, mais tant que quelque chose, un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 est plus petit que P, donc on va falloir faire un petit import, et je vais importer. Donc je vais dire from random import random, la fonction qui donne un entier, un nombre aléatoire dans l'intervalle réel 0,1. Donc il y a exactement une probabilité de P pour que ce nombre réel compris entre 0 et 1 se retrouve à être plus petit que P. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on va incrémenter la variable de 1. X égale x plus 1, ou x plus égale 1, etc., etc. Du coup, il n'y a pas de N dans ce langage, ça n'existe pas. Et puis nous, une fois qu'on a fini cette boucle, on balance un bon vieux return, et on met un return x, et normalement, tout le monde est content. Donc voilà, donc là, si vous voulez un commentaire ici, en fait, si vous faites random, ça renvoie un nombre aléatoire de l'intervalle 0,1, l'intervalle de réel 0,1. Alors, vous voyez pas, tant pis, je vais passer à la ligne. Voilà, normalement, on voit tout. De l'intervalle 0,1. Je peux dire, on obtient un nombre inférieur ou égal à P avec une proba P. Voilà, donc ça, c'est une loi qu'on va voir l'année prochaine. C'est les variables à densité. Là, en fait, si vous voulez, random, ça simule une loi uniforme à densité sur l'intervalle 0,1. Et on se dit, effectivement, si je prends un nombre aléatoire entre 0 et 1, il y a une chance sur 2 pour qu'il soit plus petit que 1,5. Je veux dire qu'il y a une chance sur 3 pour qu'il soit plus petit que 1 tiers. Dans ce cas-là, il y a une probabilité de P pour qu'il soit plus petit que P. C'est ça l'idée générale du programme, quoi, grosso modo. S'il y a des questions sur ce truc, je prends. Alors, on va le faire tourner quand même, parce que sinon, c'est pas drôle. Ça dégage. Hop. Voilà, et je vais tenter de balancer des simul X que vous ne voyez pas, du coup. Je sais pas, on va dire qu'il a 75% de chance de gagner, et on va dire qu'il y a 10 niveaux. Et puis on va voir ce qui se passe. What? C'est pas vrai. C'est ma première simulation, en tout cas la première qui apparaît à l'écran, et vous voyez qu'avec 3 chances sur 4 de faire les 10 niveaux, il a réussi les 10 de suite, ce qui n'avait pas beaucoup de chances de se produire, en fait. C'est assez hallucinant. 0,75 puissance 10. J'avais 5% de chance de le claquer, et je l'ai claqué. Bon, ok. 1, 9, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2. Bon, voilà, on s'éclate, hein. C'est comme ça. Et donc, justement, ce qu'on pourrait faire, par pure curiosité, hein, alors je peux pas m'empêcher, c'est de le faire tourner 10 000 fois, et de voir en moyenne combien on obtient. Enfin, c'est quand même marrant. For A in range 10 000, ça suffira largement. Je vais prendre un compteur exprès, S égale 0. Je vais faire S égale S plus la simulation de X
avec des paramètres 0,75, disons, et 10 niveaux, par exemple. Et j'aimerais bien voir, en fait, à la fin, quel niveau moyen il obtient. Donc, normalement, ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est une fonction, c'est juste S, une variable accumulatrice. 10 000 fois, je fais la même chose. J'ajoute, en fait, le niveau obtenu par le joueur, et j'affiche à la fin le niveau moyen, ce qui est censé récupérer l'espérance de la variable aléatoire. Alors, faisons ça. 2,85, j'ai l'impression, du coup. Non. Si. 2,8, quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui a du sens, parce que finalement, si vous faites 0,75 au cube, effectivement, déjà passer 3 niveaux, c'est chaud. Hein. Si vous avez un truc, vous le faites 3 chances sur 4, le réussir 3 fois de suite, déjà, vous avez moins d'une chance sur 2 de le claquer. Donc finalement, ça m'étonne pas du tout que l'espérance soit plus petite que 3, parce que c'est déjà difficile d'obtenir finalement un niveau 3. Alors ça veut pas tout dire, mais voilà à peu près ce qu'on pourrait faire. Donc ça serait une question classique, une fonction qui simule la variable aléatoire en premier, et puis en deuxième, finalement, une fonction qui estime l'espérance. Et en fait, si vous voulez, même pour les costauds là, qui font des mathématiques un peu en deuxième année et même après, ce qui légitime ce programme-là, c'est la loi faible des grands nombres. C'est l'idée, le concept mathématique qu'il y a derrière, qui m'explique que j'ai le droit d'estimer des probas par des fréquences, que j'ai le droit d'estimer des espérances par des moyennes sur des grands nombres de simulations. C'est la loi des grands nombres qui donne ça. Très bien. Eh bien écoutez, maintenant qu'on s'est fait cette simulation, on va revenir sur du terrain normal. On va revenir là-dessus. Ça, je vais même le dégager de notre vue parce que c'est extrêmement laid. C'était du Scilab. J'ai donné pendant 6 ans. C'est un langage qui n'est pas dénué d'intérêt, mais paf, ça sera plus joli comme ça. Et donc, je vais mettre en place la suite de l'énoncé. Alors, pour les gens qui viennent d'arriver, là, il y en a quelques-uns qui sont arrivés depuis. Je vais remonter un tout petit peu, juste en vous présentant ce schéma-là, l'arbre de probabilité qui modélise cet infâme pâté. Vous pourrez quand même mettre en pause si vous voulez, d'accord ? Mais j'ai digéré, je l'ai complètement digéré, ce truc-là. Je ne veux plus le relire. Il est hors de question que le jour d'un concours, je me refarcisse des phrases et des phrases et des phrases. Donc, je me fais un schéma qui symbolise tout, et ça s'arrête là. Donc, il y a un joueur qui fait un jeu vidéo où il y a N niveaux, et il a une probabilité de P de passer au niveau suivant. C'est tout ce qui se passe. Et s'il rate un niveau donné, eh ben finalement, il est qualifié du niveau -1. Donc s'il rate le niveau 1, il est niveau 0. S'il rate le niveau 2, il est niveau 1. Et s'il rate le niveau N, il est niveau N-1. Et s'il réussit tout à la file, il est niveau N. Et ce qu'on appelle R1, c'est réussir un niveau. Donc par exemple, dire qu'il est niveau 3, c'est-à-dire qu'il s'est farci le premier, le deuxième, le troisième, et qu'il a craqué sur le numéro 4. Et ça suffit, on va servir que de ça, et maintenant on va y aller. Alors 2a, justifier soigneusement que l'ensemble des valeurs prises par xn et xn de oméga égale 0n. Sans en parler, est-ce que vous savez ce que ça veut dire justifier soigneusement ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire dans le jargon des concepteurs de sujets, justifier soigneusement ? C'est important, en fait. Donc je vais en parler tout de suite. On traitera les questions, on va faire comme la dernière fois, lecture de sujet dans un premier temps, et après on aligne les questions, bam, 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 on enquille tout. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire justifier soigneusement. Non, en fait, justifier soigneusement, je suis à peu près sûr qu'ils veulent une double inclusion ici. Ils veulent en fait qu'on dise, bon mais xn de oméga il est clairement inclus dans 0n, puisque l'ensemble des niveaux accessibles c'est 0n, c'est donné dans l'énoncé. Et je pense qu'ils veulent la réciproque, en fait, en disant, est-ce qu'il peut atteindre vraiment un niveau donné ? Est-ce qu'il est vraiment dans l'ensemble image ? En fait, ce qui se passe avec les variables aléatoires, c'est que c'est très facile, et ça vous pouvez juste le retenir, c'est très facile de dire xn de oméga est inclus dans quelque chose, mais de dire que toutes les valeurs sont réalisables par une expérience qui se produit avec une probabilité non nulle, c'est finalement le sens réciproque. Et ce qu'ils appellent dans justifier soigneusement, c'est bien sûr, il va falloir faire des phrases, mais il va surtout falloir se taper une double inclusion. Et ça arrive dans pas mal de sujets des decks, donc j'en parle maintenant, au moins c'est clair, quoi. Bon, déterminer la proba de xn égale 0, écoutez, on va y arriver, hein, je veux dire, c'est juste un exemple. Écrire les xn égale n à l'aide de certains événements RK, j'ai déjà traité un exemple, donc ça pareil, on traite pas. Écrire xk à l'aide de certains RK, pareil, on a déjà fait, donc bon, a priori 2A, 2B, 2C, 2D, c'est tout droit. Vérifier par le calcul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée, ça veut dire que c'est juste un calcul. Donc si vous voulez, BCD, ça se réfère à un travail préliminaire qu'on a déjà fait pour la familiarisation avec l'énoncé. Le calcul, c'est un calcul. Pourquoi xn a mis une espérance ? Ici, on est à valeur positive, donc en fait, on pourrait parler d'une série qui converge.
Mais en fait, c'est beaucoup mieux ici, et c'est un argument qui va revenir très souvent, c'est que, étant donné que xn ne prend qu'un nombre fini de valeurs, l'espérance existe, en fait, si vous voulez. Donc, il n'y aura même pas besoin de prononcer le mot converge ou converge absolument. En fait, on va juste expliquer que c'est un ensemble fini, et donc qu'il y a bel et bien une espérance. Après, un calcul de limite, bah, c'est un calcul de limite, donc je ne vais pas le faire. Après, il y aura des probabilités à calculer. On va faire le calcul. La convergence sans loi, c'est une question de deuxième année. On verra exactement comment on peut le démontrer ici, mais ça va être une difficulté qu'on n'aura pas... une difficulté qu'on aura à traiter, puisque je m'adresse surtout à des élèves de première année ou qui ne sont pas forcément familiers avec la notion de convergence en loi. Et puis ensuite, il faudra reconnaître une certaine loi. Et ça ne devrait pas être très, très compliqué de reconnaître cette loi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez si vous deviez mettre un nom de loi classique sur cette expérience qui consiste à enchaîner les niveaux d'un jeu vidéo comme ça, et qu'on imagine que n est très grand, puisqu'on parle de convergence en loi. C'est quel schéma, ça? Ouais, voilà. Ça serait géométrique. En fait, Guillaret, c'est ça. Effectivement. En fait, là, on a une loi géométrique qui va être tronquée. Mais si on fait tendre, si on imagine que le jeu contient une infinité de niveaux, tout se passe comme si c'était une loi géométrique. En fait, finalement, c'est pas le temps d'attente du premier succès, c'est le temps d'attente du premier échec. Parce que finalement, il va continuer à faire toujours la même action, et au bout d'un moment, il fait l'inverse. En fait, on reconnaît ce schéma de loi géométrique à succès, 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 échec. Ce genre de truc-là, en fait. Alors là, c'est le temps d'attente du premier échec, mais quand vous dites répétition avec même probabilité et temps d'attente, a priori, c'est loi géométrique. Mais ici, c'est pas le cas, parce que, en fait, ça s'arrête au bout d'un moment. Donc c'est un peu l'idée, hein, d'accord? C'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc justifier soigneusement que l'ensemble des valeurs prises par xn et xn de oméga égale machin. Eh ben, c'est parti. Alors, justifier soigneusement que l'ensemble des valeurs prises par xn et xn de oméga égale 0n. Ici, ce que je veux dire, c'est que d'après... Donc, in est fixé, hein, d'accord? Je vous refais pas le coup de la dernière fois. Je veux dire que d'après l'énoncé, je veux dire qu'on a... Et je vais dire ici que l'inclusion de gauche à droite ne nécessite absolument aucune argumentation. Ils ont expliqué eux-mêmes que c'était soit 0, soit un nombre entre 1 et n-1, soit n. Donc ça, c'est pas argumenté. Par contre, pour me faire le soigneusement, je vais dire que réciproquement, donc là on y va, tac, réciproquement, je vais expliquer que chacun des éléments est accessible. Donc en fait, je vais traiter 3 cas. Je vais dire que xn égale 0 est possible je vais dire si le joueur rate le premier niveau. Je pense que c'est ça qu'ils veulent, et comme c'est des premières questions, je vais écrire ça patiemment, même si je boue intérieurement. Je vais dire que xn égale n est accessible. Je vais dire que c'est possible s'il réussit chacun d'entre eux, s'il les réussit tous. On va essayer d'employer les tournures de phrases qui font gagner un maximum de temps. Et puis enfin, je vais expliquer que pour tout cas, entre 1 et n-1, ben, je vais expliquer que xn égale k est réalisé. En fait, ça me servira pour les questions suivantes. C'est pour ça que j'ai pas trop la flemme d'écrire tout ça. C'est parce qu'en fait, je vais citer ma réponse à la question 2A dans les questions suivantes quand ils me demanderont d'exprimer en fonction des RK. Donc là, je vais dire ça est réalisé, est possible. Alors je vais mettre, bon, je mets possible. Normalement, je devrais mettre du ciel seulement si, mais bon, peu importe. Est possible si le joueur réussit
les niveaux, disons de 1 à K, et rate le K plus unième. Et rate le K, je vais mettre. Et rate le niveau K. Voilà. Et en fait, si vous voulez, quand je vous parle de possible, ici, il faudrait que je suggère, alors j'ai pas fait des calculs de probabilité, mais je vais essayer d'expliquer que ça vient du fait que P est compris entre 0 et 1 strictement, d'accord? Parce que sinon, en fait, si P égale 0 ou si P égale 1, ben en fait, soit il réussit tout, soit il rate direct. Et donc les valeurs intermédiaires ne seraient pas prises. Donc en fait, ce qui fait qu'on a l'inclusion réciproque, la subtilité, elle se cacherait en fait à cet endroit-là, c'est le fait que P soit compris entre 0 et 1 strictement. Donc je vais expliquer comme P est compris entre 0 et 1 strictement, les cas intermédiaires sont vraiment possibles, quoi. On conclut à l'inclusion réciproque. Donc je conclus que xn de... Non, je vais pas l'écrire dans ce sens-là. Je vais écrire que 0n, il est inclus dans xn de oméga. Ce que j'avais mis en couleur, donc je vais faire exactement la même chose. Et donc, égalité. Voilà. J'imagine que c'est quelque chose comme ça qu'ils veulent, du moins d'après des indices de l'intérieur des gens qui ont corrigé des centaines de copies d'EDEC. C'est ce genre de choses qui est attendu. Voilà l'idée. On est bien informé. Tac. Ok. Ce qui est logique, ce qui est très facile au vu de l'énoncé, c'est que l'inclusion de gauche à droite est vraie. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que le joueur, il peut finir avec un niveau 0 jusqu'à n. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est expliciter comment il fait pour atterrir à n'importe quelle des valeurs à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça reprend pas mal de rédaction de l'énoncé. En fait, j'explicite. C'est facile de dire l'inclusion. Mais concrètement, si je vous donne une valeur entre 0 et n, comment il fait pour l'atteindre concrètement? Et c'est le soigneusement qui m'incite à faire ça, ouais. Après, si c'est pas soigneux, si la question, c'est étudier la loi de Xn, alors là, ça tombe tout de suite, Xn de oméga égale 0n d'après l'énoncé, et je commence à calculer les P de Xn égale K comme un bourrin, quoi. Bon, mais continuons. Alors, déterminer la probabilité de P de Xn égale 0. Bah, P de Xn égale 0, en fait, concrètement, on va toujours utiliser le même schéma. Je vais dire que, par définition, je vous propose en fait de toujours commencer par exprimer les événements en fonction des événements élémentaires. Donc je vais dire ici que xn égale 0, c'est la même chose que finalement rater le premier niveau. Donc c'est la même chose que R1 bar. Je vais dire ainsi. Et là, je vais me référer à l'énoncé. Je vais dire que P de xn égale 0. Je fais apparaître les crochets pour mes étudiants pour éviter qu'ils me fassent des intersections de trucs sans les crochets. Après, c'est n'importe quoi, c'est la foire à la saucisse. Donc, je vais faire comme ça. Je vais dire que c'est 1 moins la probabilité de R1. Et je vais dire que ça vaut 1 moins P. Voilà. Exactement, c'est l'astuce, c'est nickel. Donc, je propose toujours ce truc-là, même si ça peut paraître poussif. En fait, encore une fois, ce que je cherche dans ces lives, c'est vraiment de donner les bons réflexes. Et les bons réflexes, ça va toujours être, en fait, quand on a une variable aléatoire, si on le peut, si c'est pas une loi classique, de passer de ce truc-là à une expression en fonction de ce que j'appelle les événements élémentaires, mes petits événements, à partir desquels il sera facile, par disjonction, par indépendance, par complémentaire, de trouver une solution potable, quoi. Voilà. Ouais, c'est noter Q, l'énoncé note Q. Je t'avoue que je fais jamais ça, donc je vais jamais noter Q, mais ils m'ont proposé de noter Q égale 1 moins P. Donc si on voulait noter Q ici plutôt que A-P, ce serait parfaitement bien. Donc continuons. Là, c'est toujours des questions très simples. En fait, le plus dur, c'est vraiment de déchiffrer l'énoncé. Parce qu'une fois qu'on l'a déchiffré et qu'on a été capable de produire notamment une représentation arborescente, on est vraiment très, 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 très bien, quoi. Donc là, je vais faire apparaître ceci. Donc là, c'est très guidé, hein. Vous voyez, normalement, moi, je ne mettrais pas ça, même pour mes élèves, je ne mettrais jamais ça sur une copie, sur un énoncé. Il me demande d'écrire l'événement xn égale n à l'aide de certains événements RK.
puis déterminer la probabilité xn égale n. De mon côté, la question, ça serait déterminer la probabilité xn égale n. Parce que j'estime que le cœur de mon cours du chapitre 9, c'est ce réflexe d'un passage d'un événement complexe à des événements élémentaires. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que xn égale n? Pour nous, ça veut dire qu'il réussit tous les niveaux à la file. Donc, ça veut dire qu'il y a R1 et R2 et R3 et etc. jusqu'à Rn. Donc là, pareil, on est en pantoufle, c'est fantastique. Donc 2C. On va dire que, pareil, par définition, je suis les conseils de Jean-Pierre Serre, qui dit de faire des phrases et de ne pas commencer une phrase par un symbole mathématique, donc j'essaye d'obtempérer. Je veux dire que xn égale n, ça correspond à l'intersection pour i allant de... i veulent k, obtempérons, pour k allant de 1 à n, des rk. Voilà. Et donc, que fait-on? Je veux dire, ainsi, là, faut pas craquer. Là, il y a des points qui ont été perdus. J'annonce, il y a des points qui ont été perdus. P de xn égale n égale... Là, faut faire attention. Recherche chronométrée. Ouais, Thibaut, en fait, c'est ça. Je parlerai ici plutôt de proba composé pour une bonne raison. C'est que dans l'énoncé, en fait, ils m'ont expliqué qu'on pouvait pas faire un niveau sans avoir réussi le niveau précédent. Vous voyez l'idée? Donc, il y a ce qu'on vous donne finalement, c'est pas la probabilité, enfin, c'est la probabilité de passer au niveau suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour passer au niveau suivant, encore faut-il déjà avoir réussi le niveau 3. Donc en fait, on vous donne finalement des probas conditionnels. C'est pas P de R3 qu'on vous donne. Ce qu'on vous donne, c'est P de R3 sachant R2. C'est ça l'idée, en fait, qu'il y a derrière. Donc si vous représentez par un vrai arbre de probabilité, vous verrez que c'est des conditionnels. Vous savez que sur les branches, on n'a pas les probas tout de suite. On a les probas conditionnels. Pour atterrir au niveau 2, par exemple, vous voyez que je fais P de R1 tout seul, puis après, fois P de R3, enfin, P de R2 sachant R3, fois P de je sais pas quoi. Mais ça reste des conditionnels, ouais. Donc c'est l'astuce, c'est ça. En fait, et vous voyez là, en fait, vous pouvez pas me parler d'indépendance si dans l'énoncé original, on vous dit ce joueur ne pouvant accéder à un niveau que s'il a réussi le niveau précédent. Donc proba composé, en fait, Guillaret. Probabilité composée, mais en fait, ce qu'on me donne, la probabilité de passer d'un niveau à l'autre est constante égale à P, c'est pas la proba de réussir le niveau. J'interprète ça comme une proba conditionnelle qui me dit, si tu as réussi le niveau K, sachant que tu as réussi le niveau K, la probabilité de réussir le niveau K plus 1, c'est P. C'est comme ça que j'interprète la proba qui est donnée ici. Mais parler d'indépendance dans un jeu où on me dit tu ne peux pas accéder au niveau 5 si tu réussis pas le niveau 1, par exemple, j'aurais du mal à écrire que P de R1 inter R5 est égal à P de R1 fois P de R5. Enfin, surtout R1 bar, pardon. P de R1 bar inter R5, si tu veux, ça fera jamais P de R1 bar fois P de R5. C'est ça l'idée, quoi. Donc là, je pense qu'effectivement, piégos pour beaucoup. Hein. Ainsi, d'après la formule des probas composés, vous allez voir quand ça sera écrit, ça sera très clair. D'après la formule des probabilités composées, eh bien, je vais... Oui, c'est l'astuce, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu as l'impression que un événement influe totalement sur le déroulement d'un autre, c'est l'inverse de l'indépendance. Enfin, l'intuition te dit que c'est pas du tout indépendant. Voilà. Donc ici, nous, on va dire que du coup, ça fait P de R1 fois P de sachant R1, R2, fois la probabilité d'avoir réussi le troisième niveau, sachant qu'on a réussi les deux précédents, etc.
jusqu'à, et là je vais l'écrire ici parce que j'ai plus de place, je m'y suis pris comme un pied, P de R1 inter R2, inter, blablabla, inter Rn-1, Rn. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'interprète comme étant donné dans l'énoncé comme P fois P fois, etc. fois P. Et du coup, là, je vais dire que je fais ça ici exactement n fois. Et donc, ça me donne finalement, je vais le mettre ici, le résultat, égale P puissance n. Voilà l'idée. Alors, ce qui est marrant ici, c'est que si vous aviez mis indépendance, vous auriez quand même le bon résultat à la fin. Mais en fait, il serait argumenté d'une manière un peu olé-olé, quoi. Ça serait ça l'idée. Je vais marquer, c'est l'astuce que tu proposes. Je vais marquer que, par exemple, P de R1 bar R2, ça vaut 0. Et je vais marquer que P de R2, la probabilité qu'il y ait un joueur de niveau 2, c'est clairement différent de 0. Donc en fait, ici, ça vous montre, par caractérisation de l'indépendance, que R2 et R1 bar ne sont pas indépendants, et donc que R2 et R1 ne sont pas indépendants. Donc voilà un peu l'idée, quoi. Alors c'est marrant parce que du coup, lecture de sujet, vu la gaufre, du coup, à lecture de sujet, là, je me serais dit, au tout début, là, du coup, je mettrais un grand coup de surligneur. Alors, je vais essayer de faire ça. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, mais je vais quand même tenter le coup. On va faire ça. Comme ça. Comme ça. Et en fait, du coup, je me mettrai ce truc-là, là, j'essaierai de le surligner. Alors, je sais pas si ça se voit. Mais j'essaierai de faire quelque chose comme ça, quoi. J'essaierai de le surligner en me disant, du coup, pas indépendant. Peut-être ici, là, j'écrirai quelque chose comme ça. Je mettrai ici, pas indépendance. Avec un énorme œil. Voilà. Je vous remets l'arbre qui nous sert depuis le début. Et on va se lancer dans la question suivante. Question suivante qui est calculée. Du coup, on a fait la probabilité d'échouer d'emblée. Donc pareil, c'est un énoncé très gentil parce que ça guide. En fait, on me dit quelle est la probabilité finalement d'être niveau K. Et ils proposent eux-mêmes de l'écrire à l'aide de certains des événements RK. Là encore, même en interrogation pour mes élèves, je n'écrirai pas cette indication. C'est l'objet principal du chapitre 9, que d'être capable de décomposer un événement complexe en petits événements élémentaires. Encore une fois, terminologie qui n'est pas universellement acceptée, mais peu importe, je l'emploie. Donc ici, pareil, je vais toujours continuer en disant, par définition, des événements, je veux dire, je parle de la définition de Xn, etc. On l'a écrit tout à l'heure ensemble. On va pas commencer à craquer, il est à 21h. Par définition, pour tout cas dans 1n-1, et je vais passer à la ligne. Je sais pas pourquoi mon stylo il saute. Je vais dire que l'événement xn égale k. Donc c'est l'intersection des RI pour I allant de 1 à K. Ici, l'intersection des RI, comme ça. Et ensuite, inter, niveau suivant, raté. Voilà ce que c'est d'être de niveau K. C'est tout réussir les niveaux 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à K et rater le suivant. Par exemple, être de niveau 3, ça veut dire réussir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et rater le niveau 4. Et là, vous serez qualifié de niveau 3. Donc on a un exemple de contrôle qu'on avait fait d'ailleurs d'emblée à lecture de sujet, avant même d'avoir reçu les questions de l'examinateur. Et donc, à partir de là, c'est toujours la même chose. Je vais dire ainsi. Par indépendance, d'après la formule des probabilités composées, et on va faire le calcul aussi. Exactement. Exactement. Abilité composée. On va calculer ce bazar-là.
Donc la proba de xn égale k, alors ça va être un peu pénible à écrire, mais bon, on va quand même y arriver. On va dire que ça fait P2R1. Oui, c'est typique de mon sens de l'humour. Perdu. Je commence à faire n'importe quoi. P2R2. Ensuite ceci. Etc. Si je veux écrire le dernier terme, en fait, le dernier, ça va être P2. Alors, il faudrait faire ça. Bon, c'est long, hein. Je fais peut-être du zèle, hein. Faut peut-être pas... Pardon, K-1. P2RK. Et puis après, fois P2R1. Jusqu'à RK. RK plus 1. Mais bon. Vous savez, là, en fait, à ce stade, je pourrais largement balancer directement le produit, hein, d'accord? J'ai déjà fait la formule des probas composées, donc je peux dire que ainsi, de même, virgule, d'après la formule des probabilités composées, virgule, P de machin égale P fois P fois P fois P fois P fois 1 moins P. Ça serait tout à fait acceptable. J'ai déjà montré que je savais rédiger un peu plus haut. Donc j'aurais pas besoin de refaire ce truc-là. Donc là, pareil, il faut essayer d'être malin. Et là, du coup, je vais pas détailler, hein. Là, je vais dire que ça fait P puissance, du coup, K fois 1 moins P, que je peux aussi écrire P puissance K fois Q, et ça s'arrête là. Voilà. Et donc ça, j'encadre. Et du coup, on a toutes nos probas. Ici. Ok. C'est l'astuce, puisque tu poses la question, et effectivement. Donc, si vous voulez un petit aparté ici, xn égale k. Je vais l'écrire déjà en français. En fait, xn égale k, ça serait l'ensemble des expériences qui aboutissent finalement à la valeur k pour la fonction xn, une fonction xn qui va de grand oméga dans R. Et en fait, on pourrait l'écrire ici, c'est finalement l'image réciproque du singleton k par l'application xn. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est la définition, en fait. Ça, c'est la notation des probabilistes. Ça, c'est la description en entier. Et ça, finalement, ça serait la notation de la théorie des ensembles, si tu veux. Ici, on est dans le chapitre 8 pour mes élèves. Mais je crois que la notion d'image réciproque, je suis pas certain qu'elle soit au programme. Je suis pas sûr qu'on l'a vue, en fait. Nous, ce qu'on a noté machin moins 1, c'était la bijection réciproque. Justement, je pense qu'ils ont viré l'image réciproque pour pas que les étudiants s'embrouillent entre les deux. Donc là, mes élèves, il faudrait surtout pas qu'ils écoutent ça. Et là, en fait, c'est la notation des probabilistes, du coup. Ce qui est une notation très sympa aussi. Voilà ce que c'est xn égale k. Ok. Alors justement, c'est marrant parce que vous allez voir la prochaine question. En fait, il me demande de vérifier que la somme des probas vaut 1. De la même manière, alors ça, je l'aurais posé à mes étudiants, mais j'aurais espéré qu'ils le vérifient de leur-même. D'eux-mêmes, pardon, je dis n'importe quoi. Henri, pourquoi, si on prend n égale k, on ne retombe pas sur le résultat démontré plus haut? En fait, c'est très intéressant. Alors justement, on peut se demander qu'est-ce qui tient. Est-ce que le résultat tient pour k égale 0? Ici, il tient pour k égale 0, parce que pour k égale 0, ça fait p puissance 0 fois q, donc c'était le q qu'on avait trouvé, il n'y a pas de problème. Par contre, pour k égale n, effectivement, ça marche pas. Parce que pour k égale n, c'est pas la même formule. En fait, pour k égale n, ce qui change en nature, c'est que c'est pas un quelque chose barre qui termine. C'est quelque chose qui est certain. C'est-à-dire que s'il a réussi ses n premiers niveaux, il n'y a plus à intersecter vers quelque chose barre. Il a fini le jeu. Et ce qui se passe, si tu veux, c'est comme si, dans une variable aléatoire qui suit une loi géométrique, c'est comme si on dit, bon voilà, à partir d'un certain moment, on considère que c'est fini. Ça s'arrête. C'est plus infini. Donc c'est pour ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on pourrait contracter les questions 2B et 2C. Non, 2B et 2D, mais on ne pourrait pas contracter la 2C parce qu'il n'y a pas ce machin barre à la fin. Tu vois, finalement, on l'avait écrit ici, c'était l'intersection des RK.
là, il y a un terme supplémentaire qui apparaît et qui fait que notre formule ne tient pas. Alors justement, on va essayer de faire la chose. Je vais la faire comme si je n'avais pas vu qu'on pouvait rassembler les cas. Hein. Donc là, on va faire ça. En fait, je vais dire que d'après... je vais citer mes questions. D'après les questions... c'était quoi? C'était 2B, 2C et 2D. Et je vais dire, on a, et là on est parti pour un tour, un calcul, effectivement. Si le mot loi géométrique ne vous vient pas à l'esprit, il vous viendra à l'esprit dès lors que vous ferez un calcul de somme de proba ou un calcul d'espérance. Vous allez y être confronté de toute façon. Donc si on fait ça, alors j'aurais mieux fait de me caler tout à gauche, je regrette déjà mes choix. Et je vais rectifier ça. Je vais décaler ça à fond là, par exemple. Voilà, ce sera très bien. Ben, bouge pas. Donc il y avait la probabilité que xn égale 0. On avait trouvé a-p. Ensuite, il y avait du coup la somme de k allant de 1 à n-1 de ce qu'on vient de trouver. En l'occurrence, p puissance k fois a-p. Ou q pour les aficionados. Donc ça, c'est une somme. Et ensuite, plus, finalement, p puissance n, qui est le gain. Le gain total. Donc là, la seule chose à faire, c'est d'expliquer que ça fait 1 moins p plus... Finalement, là, vous avez du 1 moins p qu'on va mettre en facteur. Ensuite, la somme des termes d'une suite géométrique. Alors attention à ne pas déraper, ce serait quand même con. Le premier terme, c'est p fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Et ensuite, plus p puissance n. Avec Guillaret, j'étais sûr que tu allais déraper. Tu avais déjà dérapé lors d'un live précédent. Tu seras catégorisé comme ce genre de personne qui fait ce genre de blague. Le 1-p, Maxence, c'est le p de xn égale 0. Tu fais bien de me demander. Ça, c'est notre petit p de xn égale 0. C'était échec instantané. Ensuite, là, c'est les petits p de xn égale k. Et d'ailleurs, Henri faisait remarquer qu'on aurait peut-être pu rassembler les deux termes. Il n'y avait aucun problème pour faire ça. P de xn égale k. Et là, celui-là, c'est p de xn égale n. Comme ça, on a vraiment tout au tableau. Voilà. Oui, mais tu en avais rajouté une couche, Guillaret, tu avais poussé au dérapage. Tu étais complice. Ouais. En fait, ici, on fait la somme de toutes les possibilités. En fait, vu qu'on a vu que xn de oméga, c'est l'intervalle d'entier entre 0 et n, je dois faire la somme de tout pour trouver 1. Alors, on va voir. Enfin, il n'y a plus qu'à espérer. Alors, espérons. 1 moins p. Je vais le laisser entre parenthèses, il est joli. Je développe le numérateur, plus p, moins p puissance n, plus p puissance n. Et là, regardez-moi ce miracle absolu. Simplification ici, simplification juste là. Et là, il y a le 1 qui trône comme ça. On l'attendait, il savait qu'il était attendu. Il est là, quoi. Il est bien stable sur sa ligne. Il nous procure une joie immense. Parce que là, a priori, ça veut dire qu'on n'a pas craqué sur la question précédente. Alors, on a pu craquer quand même sur la justification, mais au moins, dans les calculs, l'honneur est sauf. On a réussi à survivre. Très bien. Donc, on a toutes nos probas que je vais peut-être rassembler dans un tableau. Regardez, elles sont toutes là. Donc, je m'y référerai si jamais j'ai besoin. Et après, il y a des calculs à faire. En fait, on va se demander qu'est-ce qui se passe si le jeu, il a énormément de niveaux. Donc, on peut se dire, voilà, si le jeu, il a 500 niveaux, finalement, je me dis, ça ressemble quand même un peu à ce qui se passe dans une loi géométrique. Et malgré l'indépendance, peu importe, parce qu'il y a toujours cette ambiance de temps d'attente du premier blablabla. Et donc, normalement, on devrait tomber sur une loi géométrique. Mais on verra ça un peu plus tard. Et notamment, pourquoi on ne tombe pas direct sur une loi géométrique, c'est parce que notre variable à nous, elle veut prendre la valeur 0. Alors que pour une loi géométrique, c'est pas le cas. Donc, tentons ça.
on va tenter l'espérance. Ah, j'aurais pas dû écrire ça. Bon, voilà. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Expliquer pourquoi xn admet une espérance et écrire cette dernière en fonction de quelque chose dépendant de n et p. Alors ça, on en a parlé et je vais le redire à nouveau. Normalement, pour parler d'espérance, on doit parler de convergence absolue de quelque chose, mais là, étant donné que xn de oméga est fini, on va dire que xn admet une espérance. Donc on va dire d'après... c'est quoi? D'après 2a. Il faut... Si vous pouvez citer une question, citez une question. Parce que c'est sûrement dans le barème du correcteur, et ça va lui faire plaisir que vous citiez les questions avec précision. D'après 2a, je vais dire que xn de oméga est fini. Donc argument fondamental ici. Et donc, je vais dire que xn admet une espérance. Il n'y a même pas besoin de parler de convergence, étant donné que la somme est finie. Donc en fait, finalement, c'est l'espérance qu'on voit au lycée, hein, ce truc-là. Admet une espérance. Espérance. Et il n'y a plus qu'à faire le calcul. Alors, visiblement, ils ne veulent pas qu'on le fasse en entier. Ils me disent de l'exprimer sous forme d'une somme, donc on va laisser sous forme d'une somme. Proba. Espérance de xn. Donc je vais dire déjà que ça fait 0 fois p de xn égale 0. Donc un terme qui ne va pas contribuer, mais je vais l'écrire quand même, on ne sait jamais. Plus ensuite la somme de k égale 1 à n-1 des k fois la probabilité de xn égale k. Donc pour les gens qui ont un peu oublié l'espérance, en fait c'est une moyenne pondérée de toutes les valeurs possibles, et les poids, c'est la probabilité que cette valeur soit prise. C'est juste ça, l'espérance. Et ensuite, on va avoir la dernière proba que j'aurai pas forcément la place d'écrire parce que j'ai pas assez quiché. Donc je vais le faire tout en répondant à la question de Maxence. En fait, l'important c'est que la variable aléatoire prenne un nombre fini de valeurs. Parce que si tu penses que tu vas faire une moyenne pondérée de toutes les valeurs, alors oui, si c'est une moyenne pondérée d'une infinité de valeurs, il faut parler de convergence. Mais ici, c'est une moyenne pondérée d'un nombre fini de valeurs. Tu vois, dans ce que je vais écrire, là, il n'y a rien qui tend vers l'infini, et il n'y a rien qui a tellement une velléité de tendre vers l'infini pour ce calcul précis à n fixé. Donc en fait, il n'y a pas besoin de ça. Donc ça sera très pratique hein, de dire j'ai un support qui est fini, ça fait converger tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Bonsoir Noah. N'hésitez pas à remonter au tout début hein, pour avoir à peu près l'énoncé, mais je suis sûr que ce sujet vous l'avez déjà pulvérisé. Voilà, faisons le calcul hein, maintenant. Alors ça, non, faisons pas le calcul. Attention, il faut se calmer. Ils ont dit écrire cette dernière sous forme d'une somme, donc faut pas que je fasse n'importe quoi là. Donc c'est la somme de k égale 1 à n-1. Il manque le bout du 1 là, j'avais rogné salement. Ouh, c'est très moche. Ouh, c'est pas beau. Des k, c'était quoi la proba? J'ai déjà oublié. Un poisson rouge, c'est terrible. P puissance k fois 1 moins p. Et puis il y a un petit plus n p puissance n. Et ça, du coup, parenthèse. Et puis c'est terminé. Ouais, vous pourriez, Noah, le faire, ça, un peu seul. Surtout, Noah, il va falloir faire du Python un jour. Hein. Ça tacle. Faudrait pouvoir simuler de manière fiable ce truc-là, là. Parce que vous avez vu, à HEC, ils en mettent hein, du Python. Bon, voilà, je suppose que c'est ce qu'ils veulent. Ils voulaient une somme. Voilà une somme. Hein. Alors, vous pouvez la calculer, si vous voulez, à vos heures perdues. Seulement, il faudra être capable de calculer la somme des k p puissance k. Et donc, c'est la somme partielle d'une série géométrique dérivée. Et on avait obtenu dans le live précédent, on avait obtenu une formule pour ça, où on dérivait justement la formule qui nous donne la somme des termes d'une suite géométrique. Cela dit, ici, c'est pas demandé, mais voilà, on n'a pas d'expression explicite, et c'est pour ça qu'ils ont dit écrire cette dernière sous forme d'une somme. Mais si c'était pas écrire la dernière sous forme d'une somme, on aurait pu peut-être se taper le calcul,
Et donc voilà, le grand classique, c'est de dériver finalement la formule que vous connaissez pour la série géométrique normale, quoi. Voilà. 4b, la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors vous voyez, ils sont sympas les gens, parce que autant la somme de 1 à n-1, elle est pas très jojo, autant si je commence à faire tendre vers n vers plus l'infini, ben, je suis super content. Alors là, je vais reconnaître une série géométrique dérivée, etc., donc il n'y a pas de problème. Par contre, là, il faudrait que j'en place une. Mais ça, c'est comme la dernière fois. En fait, on va pouvoir dire que par croissance comparée, ça tend vers 0. Donc je vais, avant de parler de la limite, je vais expliquer que les termes ont du sens. Voilà. Alors je disais, donc question 4b, on va passer à la limite. Mais avant de passer à la limite, on va dire que on peut le faire. J'ai pas envie d'écrire n'importe quoi, donc je vais faire d'une part, d'autre part. Hein. Donc je vais dire d'une part, je vais dire on reconnaît je vais dire à gauche, je vais dire que il y a la somme partielle d'une série géométrique dérivée de raison P, où P est strictement plus petit que 1 valeur absolue. C'est parti pour moi. La somme partielle d'une série géométrique dérivée la somme partielle d'une série géométrique dérivée de raison P, je vais mettre P du coup, directement. Je n'ai pas besoin de mettre Q égale P, enfin c'est stupide, et surtout pas Q ici, puisque c'est déjà employé, où P est strictement plus petit que 1. Et puis je vais dire, d'autre part, à droite, je vais dire un terme qui tend vers 0 par croissance comparée. Un terme qui tend vers 0 par croissance comparée. Je vais mettre ça d'une autre couleur ici. Et après, je vais répondre à la question à nouveau. On obtient ainsi. Et là, je vais pas marquer par somme de limite. Par exemple, il y a toujours des élèves qui me demandent, on obtient donc. Mais si j'ai été capable d'écrire ça, j'ai pas besoin d'écrire par somme de limite. J'écris somme de limite dans la question 1a, mais pas dans la question 4b, après de faire ça. Ça n'a pas de sens. Donc limite quand n tend vers plus l'infini, exponentielle de... exponentielle. Espérance de xn. Donc là, je vais faire apparaître somme infinie, du coup, directement de ce qui est en haut. Donc c'est la somme de k égale 1. Non, c'est pas malin, c'est pas malin, c'est pas malin. Je vais faire sortir le 1 p, là, qui est là-dedans. Alors j'ai dit que c'était une somme partielle, mais pareil, je m'en fiche du facteur. Hein. En fait, c'est pas la somme partielle, c'est un multiple d'une somme partielle de la série géométrique dérivée de raison machin. Bon, c'est bon, on a compris. Donc ici, on a du k p puissance k moins 1, et donc du coup, il faut aussi faire sortir un p, ce que je n'avais pas anticipé, mais c'est pas grave, on a de la place, heureusement. Comme ceci. Et donc maintenant qu'on a la forme du cours, ben là on profite. Hein. Du coup, ça donne... Bah, je vais pas simplifier dans un premier temps, je simplifierai juste après. 1 moins p fois 1 sur 1 moins p, le tout au carré. Et ça donne du coup p sur 1 moins p. Comme ceci. Et donc ça vous étonne pas non plus en fait. Hein, parce qu'on avait parlé de loi géométrique quand n devient grand. Et p sur 1 moins p, p sur q, c'est l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi géométrique. Donc en fait là, ça sent bon. Enfin, je veux dire, on sent que quand n tend vers l'infini, tout se passe comme si on avait affaire à une suite géométrique. Et je vais faire ceci. Bon, ben continuons, on est quasiment au bout. Du coup, donc, somme partielle d'une série géométrique dérivée. Donc ce terme, il tend vers 0 parce que c'était croissance comparée. Et on trouve que l'espérance tend vers l'espérance, finalement, d'une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètres P.
Donc il nous reste 3 petites questions. Je vais les mettre toutes ensemble. Non, quoique, non. C'est pas harmonieux. Je les ai mises une par une, donc je vais les mettre une par une. Voilà, c'est la règle. Donc c'est parti. Je vais la mettre ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Ça, je comprends pas, ça, parce que je l'ai lu tout à l'heure et ça m'a troublé. Démontrer que pour tout entier k et pour tout entier n supérieur ou égal à k-1, k plus 1, on a p de xn égale k égale p puissance k fois q. Mais on vient pas de le faire, en fait. Je vais expliquer qu'on l'a déjà fait, en fait. Je vais juste expliquer que si n est supérieur ou égal à k plus 1, je vais dire que k est inférieur ou égal à n-1, et donc que ça relève de la question 2D, en fait. Donc, je suppose que c'est ça, la manip 5a. Je vais dire que soit... Je vais écrire soit k dans n. Ah non, c'est peut-être pour rassembler aussi le k égale 0 et k égale 1. Ça, par contre, on ne nous l'avait pas fait faire. Donc, soit k dans n, et soit k, soit n, supérieur ou égal à k plus 1. Donc, effectivement, il faut faire gaffe parce que n égale 0 et n, k égale 0 et k supérieur à 1 étaient séparés tout à l'heure. Donc là, je vais distinguer deux cas. Je vais dire soit k égale 0, auquel cas d'après la question 2b, d'après mes souvenirs, on va dire qu'ils sont bons pour une fois. Je vais dire que p de xn égale k égale p de xn égale 0 ça faisait q, qui peut bien s'écrire comme p puissance k fois q, ici, puisque q égale 0, k égale 0. Ou alors, de l'autre côté, je vais dire soit k supérieur ou égal à 1, et comme on a k plus petit que n-1, je vais dire que k appartient donc à l'intervalle d'entier situé entre 1 et n-1, ce qui est l'hypothèse d'application de la question de D. Donc d'après 2D, et là on est bon, on est sur orbite. En fait, je vais juste écrire le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure, quoi. Parce qu'on avait trouvé p puissance k fois q. Donc si jamais on n'avait pas trouvé le résultat de la question 2D, là encore, typique de l'EDEC, les mecs nous donnent le résultat de la question d'après, quoi. Voilà. Et donc du coup, on peut conclure. Alors il faudrait conclure. Je conclue. Allez, concluons. Quel que soit k dans n, quel que soit n dans n, n supérieur ou égal à k plus 1 implique le résultat du dessus, quoi. Je vais tout décaler. Et puis voilà. Ça, copier-coller des familles. Hop. Ah, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, mais c'est pourtant ce qui vient de se passer. Voilà, il faudra mettre des parenthèses. Je vais mettre des parenthèses. Et puis ça suffira. Bam, 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 bam. Encadré, emballé. C'est pesé. Ok. Alors, convergence en loi, je vais faire une petite introduction. La convergence en loi, en fait, c'est... On va faire tendre n vers l'infini, soit dans une fonction de répartition, soit dans ce genre de choses. Pour une variable aléatoire discrète, ce qu'on va faire, c'est que moralement, on veut faire tendre n vers l'infini, à gauche. Ça, par contre, c'est de la deuxième année. Mais justement, je vais l'expliquer en fait à mes étudiants autrement. Donc en fait, si vous voulez ce qu'on veut ici, donc là, je vais vous mettre le but. Pour une variable discrète, en fait, on va vouloir se demander, on va se poser deux questions. Première, que devient
que devient xn de oméga lorsque n devient grand, donc lorsque n tend vers plus l'infini. Et ensuite, on se demande, même chose, que deviennent les p de xn égale k, k étant fixé, d'accord? K, c'est un truc fixé, lorsque n tend vers l'infini. Donc ici, ce qu'il faut que vous vous représentiez, c'est un jeu vidéo qui aurait potentiellement une infinité de niveaux. Et je me pose la même question, je me dis, quelle est la probabilité qu'un joueur soit de niveau 17 dans un jeu qui a une infinité de niveaux? On la connaît la réponse, parce que s'il y a une infinité de niveaux, tout se passe un peu comme si il y avait quelque chose, un phénomène du type loi géométrique. Mais voilà ce que c'est l'idée de la convergence en loi. On a une suite de variables aléatoires qui dépendent de n, et on fait juste tendre n vers l'infini. Ici, ça modélise quelque chose de concret, qui est un jeu vidéo avec une infinité de niveaux. Donc, étant donné qu'on a ça, quel que soit k, quel que soit n, dès lors que n est plus grand que k plus 1, on a cette chose-là. En fait, ce qui se passe, c'est quand n devient grand, n va forcément être plus grand que k plus 1, pour n'importe quelle valeur de k. Et donc, on va finir par avoir la proba qui vaut p puissance k fois q, et ça ne dépend même pas de n, et donc ça vaut p puissance k fois q. Donc il faut juste que j'explique ça. Je fixe une valeur de k, et je dis lorsque n tend vers l'infini, à partir d'un certain rang, on dépasse k plus 1, et donc on a le droit d'expliquer, on a le droit d'utiliser l'égalité qu'on vient de trouver. C'est vraiment la seule manipulation. Donc de toute façon, le modèle de rédaction, simple. Quel que soit k dans n, ok. Soit k, on s'occupera du xn d'oméga un peu plus tard. Mais là encore, 0n, quand n tend vers plus l'infini, on sent que xn d'oméga, si vous voulez, il tend, entre guillemets, vers n, l'ensemble des entiers naturels. Donc je fixe un k. Et je vais dire que, dès lors... Non, je vais réemployer les notations. Je vais dire, pour tout n, plus grand que k plus 1, ce que je vais écrire comme ça cette fois, parce que ça m'amuse. En fait, on va dire que d'après la question 5a, c'est pas la bonne couleur, d'après la question 5a, je veux dire que la probabilité, alors je vais employer une notation qui va être un peu horrible, mais c'est pas grave, c'est largement toléré dans les concours, surtout quand on rédige comme ça. Donc je vais dire que P de xn égale k, ça vaut P puissance k fois q, et ça tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers P puissance k fois q. Parce que c'est vrai à partir d'un certain rang. Alors c'est marrant parce que, regardez ce qui se passe. Imaginez qu'on parle du niveau 17. Pour un jeu à 1 niveau, cette proba vaut 0. Pour un jeu à 2 niveaux, cette proba vaut 0. Pour un jeu à 16 niveaux, n égale 16, cette proba vaut encore 0. Mais à partir du moment où n égale 17, pour n égale 17, c'est pas la bonne proba. Pour n égale 17, la probabilité que le joueur atteigne le niveau 17, c'est p puissance 17, et il n'y a pas le q. Mais dès lors qu'il y a au moins 18 niveaux, alors la proba qu'il atteigne le niveau 17, c'est effectivement 17 réussites de niveau consécutives suivies d'un échec. Donc en fait, les probas P de xn égale k, en fait, elles font 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite, elles vont faire P puissance k, si le jeu il a pile k niveaux. Et ensuite, elles vont valoir P puissance k fois q, P puissance k fois q, P puissance k fois q. Et donc, en fait, on voit que c'est une suite qui ne prend que 3 valeurs, et on finit par stationner ici sur la valeur P puissance k fois q. C'est ça qui se passe pour l'évolution des probas d'atteindre le niveau 17. Je ne peux pas l'atteindre, il faut 17 réussites et c'est fini. Et puis après, c'est 17 réussites et l'échec du 18e niveau. Donc voilà ce qui se passe pour nos probas. Et je vais dire que c'est vrai pour tout cas. Et donc je vais dire que ainsi, je vais dire que xn converge en loi, donc ça s'écrit comme ça, une flèche, vous mettez vers grand X, ici vous faites un L en cursif, où je vais donner la loi de X
x de oméga, les valeurs possibles, ben on voit que c'est n'importe quel entier naturel. Donc x de oméga égale n. Et de l'autre côté, je vais dire que quel que soit k dans n, on va dire que p de xn égale k, p de x égale k, pardon, c'est p puissance k fois q. P puissance k fois q. Je vais réexpliquer, Maxence, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est la variable aléatoire limite, si vous voulez. J'ai pris toutes les limites partout où je pouvais les prendre. 0, cet intervalle-là, le 0n, quand n tend vers plus l'infini, on imagine bien, même si on ne l'écrit pas, et on n'a pas le droit de parler de limite, on imagine bien que la limite c'est n, que n'importe quel niveau va devenir atteignable. Et ensuite, la suite des probas, j'en prends la limite quand n tend vers plus l'infini, et ça tend vers p puissance k fois q. Alors, ce que je me demande ici, Maxence, si je veux me donner un exemple, je te propose de prendre l'exemple où k égale 17. Dès lors que le jeu n'a qu'un seul niveau, les niveaux je vais les noter en violet, si le jeu n'a qu'un niveau, il est impossible pour le joueur d'atteindre le niveau 17. Si le jeu il a 16 niveaux, il est impossible pour le joueur d'atteindre le niveau 17. Au maximum, il sera niveau 16. Si le jeu a 17 niveaux, il pourra atteindre le niveau 17, et cela se caractérisera par la réussite des 17 niveaux, sans aucune autre condition derrière. Il a fini le jeu. Et à partir du moment où le jeu a 18 niveaux, atteindre le niveau 17, c'est réaliser 17 niveaux de suite, et ensuite rater le 18e. Mais en fait, même pour 172 niveaux, si tu veux, la probabilité d'atteindre le niveau 17 restera la même. Ça sera encore 17 réussites consécutives et un échec. Donc ce que je veux dire, c'est que cette suite-là, si tu considères que c'est une suite dépendant de l'indice n, c'est une suite qui fait 0, 0, 0, 0, 0, p puissance k, puis p puissance k, q, p puissance k, q, p puissance k, q, et tout le temps valeur stationnaire. Donc sa limite, ben, c'est cette valeur stationnaire qu'il y a à la fin, p puissance k fois q. Et c'est pour ça, nous, dans le calcul des limites, si tu veux, on a totalement ignoré ce qui se passait avant. Étant donné qu'on fait tendre n vers l'infini, si j'ai quelque chose qui est vrai seulement à partir d'un certain rang, c'est bon pour moi, ça suffit largement. Même si c'était vrai à partir de n égale 3000 milliards, on est bon. Donc ça, c'est du classique. Par contre, là, on retombe sur du très connu. En fait, on nous demande la loi d'une variable aléatoire qui dépende d'une autre. Premier réflexe. Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? La première chose à écrire quand on me demande la loi d'une variable aléatoire. Très important. Très, très important. Dis aux élèves, asséner, répéter. Je les ai harcelés. Je les ai malmenés en leur expliquant qu'il y avait 2 étapes, que les élèves oubliaient toujours la première et qu'ils en paieraient le prix. Ouais, Maxence, c'est exactement ça. Exactement ça, c'est x, y d'oméga, d'accord? Je me demande l'ensemble des valeurs possibles, donc on peut aussi appeler support, ouais, l'ensemble image, très bien. Donc je veux dire tout d'abord, première étape, je calcule y d'oméga. Tout d'abord, y de oméga, ben, si c'est x plus 1, et que x prend ses valeurs dans n, ben, du coup y de oméga, c'est n étoiles. Donc là, déjà, je sais, parce qu'ils me disent reconnaître la loi de Y. Ben, reconnaître la loi de Y, si le support c'est n étoiles, il n'y en a qu'une seule dans mon cours hein, qui a support n étoiles, c'est la loi géométrique, donc j'ai pas le choix. Et ensuite, je vais dire, pour tout k dans n étoiles, on va calculer la probabilité que Y fasse k. Donc là, je pourrais le faire avec des événements, d'accord, mais je vais le faire directement dans les probas. Mais si j'avais voulu vraiment tout calquer sur la première partie de la correction, j'aurais fait les événements Y en fonction d'un événement en fonction de X, et j'aurais poursuivi à partir de là. Ici, ça va aller beaucoup plus vite, parce que P de Y égale K, ben, je vais remplacer Y par X, puisque c'est ce qui m'intéresse. Je vais dire que c'est P de X plus 1 égale K. Et je vais doucement, parce que c'est la première fois que je fais ça, en tout cas devant mes élèves. Ensuite, je vais dire que c'est la probabilité que x soit égal à k-1. Et je vais dire que k-1, il appartient à n. Et pourquoi je dis que k-1 appartient à n? Ben, c'est pour pouvoir utiliser le fait que la proba de x égale k, ben, je la connais.
c'est P puissance K fois Q. Donc ici, j'emploie avec K-1, donc je vais trouver finalement que ça fait, je vais remettre 1 moins P fois P à la puissance K-1. Et donc là, ou alors, pour les aficionados de Guy Larrey, Q fois P puissance K-1. Et donc là, vous aurez reconnu, je veux dire, on conclut, puisqu'on reconnaît quelque chose qui est dans le cours, texto. On en conclut que Y suit une loi géométrique de paramètres P. Donc finalement, la loi géométrique, on l'obtient en faisant un nombre infini de niveaux dans le jeu vidéo et en ajoutant 1. Parce qu'au début, nous, notre mec qui échoue, il est niveau 0. Mais en fait, si on voulait tomber sur de la géométrique, il faudrait décaler tous les niveaux de 1. Donc quelqu'un qui rate son premier niveau, on lui dirait... en fait, c'est le Y plus 1, c'est la variable aléatoire qui représente le dernier niveau tenté dans un jeu vidéo qui en a une infinité de niveaux. C'est ça l'idée. Maxence, tu posais la question, bah tu vois, t'as la réponse. C'est le dernier niveau tenté dans un jeu vidéo qui serait infini. Comme dans Tetris, par exemple. Sachant qu'il y a des gens qui l'ont fait bugger et qui ont réussi à finir Tetris, à faire bugger le bazar. Mais voilà ce que ça pourrait représenter. Ouais. Et donc ça suivrait vraiment une loi géométrique, en fait. Alors, en déduire l'espérance de X, bah, là, vous avez une propriété dans le cours, et vous la verrez très bientôt, en tout cas pour mes élèves, par ici, la dernière propriété, c'est linéarité de l'espérance. En fait, en gros, ça vous dit que si vous avez l'espérance de 2 variables aléatoires, vous aurez finalement l'espérance de n'importe quelle combinaison linéaire de ces variables aléatoires. Donc par linéarité de l'espérance, je vais dire que l'espérance de X, c'est l'espérance de Y, Y moins 1. Donc là, je vais prendre un peu de temps pour faire le calcul. Mais on est au bout. Je vais dire que c'est l'espérance de Y moins 1, si vous voulez. Espérance de Y moins 1. Ensuite, il vous reste à connaître l'espérance d'une loi géométrique de paramètres P. Ah, je suffoque. Et je me souviens plus. Je sais plus. Espérance d'une loi géométrique de paramètres P. Oh, le malaise. Ah, le malaise. Moi, je mise sur 1 sur P. Hein. D'accord ? On va faire comme si ça valait 1 sur P. Au pire, c'est faux. Finalement, est-ce que c'est si grave de conclure sur une fausse note ? 1 sur P moins 1. Du coup, ça fait 1 moins P sur P. Et ça fait Q sur P. Je me dis sur un malentendu, c'est ça. Hop. Comme ceci. Pourquoi c'est rassurant ? Pour les gens qui ont de la mémoire, contrairement à moi. What ? Je suis assez inquiet, les gens. On avait P sur 1 moins P, là. Et là, on a 1 moins P sur P. C'est pas ouf, hein ? Je crois que Y, c'est une loi géométrique de paramètres 1 moins P. Ah, on s'est peut-être planté. Guy Larrey, t'as raison. Guy Larrey, tu as raison. Guy Larrey, tu nous sauves. Guy Larrey, tu nous sauves parce qu'en fait, là, on est tombé dans le panneau, tous ensemble. Voilà, exactement. Une confusion entre succès et échec, au sens de l'exercice, et aussi au sens de moi qui traite la question 5C. Il y a une énorme confusion entre succès et échec. Pourquoi ? Et là, on y est tous allés. Hein. T'as vu, la Guy Larrey, j'étais solidaire. Tout à l'heure, sur l'indépendance, vous étiez 4 à avoir sombré. Et là, on a tous sombré ensemble. Là, il y a vraiment un esprit de solidarité absolue. Pourquoi ? Parce que loi géométrique, l'ambiance, c'est échec, 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 succès. Donc là, en fait, il faut se dire que ça représente mes K-1 échecs au sens de la loi géométrique. Et au sens de la loi géométrique, là, j'aurai mon succès qui viendrait enfin à la K-ème position. Et donc, si Q est la probabilité d'un succès, alors c'est le paramètre, la définition, ce qu'on met en paramètre d'une loi géométrique, c'est la probabilité de succès. Alors ici, ce qui fait mal aux cheveux, c'est que le succès, c'est l'échec, finalement,
du joueur au jeu vidéo. Mais voilà pourquoi on s'est gaufré allègrement. Après, effectivement, la formule c'est P1 moins P puissance K-1, on peut aussi la prendre par cœur. Peut-être qu'il vaut mieux faire ça que de raisonner en termes d'échec et de succès, mais j'ai réécrit la même chose, mais quel crétin. Q ici. Donc tu vois, Guillaret, tu avais... J'ai pas compris en fait ta blague du 2.P. Je suis gêné. Je vais corriger, je vais réfléchir à la question. 2.P pour moi c'est quelqu'un qui tire la langue. C'est un emoji. En tant que vieux, je connais les emojis avant que les emojis existent. Et donc ça fait quoi ? Ça fait 1 moins Q sur P. Et donc ça fait P sur Q en fait. Et donc en fait on est bon. P sur Q, et donc en fait effectivement, on trouve que c'est la limite. Quand n tend vers plus l'infini. Oui mais là c'est 1 moins P, c'est pas 1 sur P. Ah là, la confusion réelle. Et donc on trouve bien la même chose que tout à l'heure. De toute façon, on se met à la recherche d'une erreur, d'accord ? S'ils nous disent comparer avec la limite, quand n tend plus infini de espérance de xn, on doit trouver espérance de x. Enfin, je veux dire, si le monde est bien fait, on trouve ça. Et effectivement, c'est bon. Ah non, cool. Bon, ça va. Je suis pas juste quelqu'un qui tirait la langue. Très bien. Très très bien. Bon, on a mis à peu près 2 heures. Alors j'ai pris du temps sur le Python du début, hein. Mais vous voyez que ça se fait, quoi. Même si le chapitre, il y a des élèves qui se disent, ouais, variable aléatoire, c'est effectivement un long chapitre, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est juste qu'il y a du vocabulaire en plus. C'est vrai que étudier la loi d'une variable aléatoire, il faut calculer l'ensemble des valeurs possibles. Ensuite, il faut calculer la probabilité que chacune de ces valeurs soit prise. Et en fait, je vais toujours me ramener à ce que je connais. Alors c'est vrai que ça, on l'a pas beaucoup fait, se ramener à une variable aléatoire qu'on connaît. On est passé à du y égal, on est passé à du x égal. Là où tout en haut, jadis, au tout début de l'exercice, on passait, par exemple, d'un xn, événement complexe, à mes petits événements élémentaires. Donc ici, si vous voulez, on pourrait imaginer qu'il y a mes événements élémentaires, ils sont tous là en randonnion, les petits Rn. À partir de eux, en fait, je crée une variable aléatoire xn. Ensuite, cette variable aléatoire xn, elle converge en loi vers une variable aléatoire x. Et avec x, on va créer une variable aléatoire y. Et tout ça, c'est basé sur une expérience. Ça serait un peu le schéma de l'exercice que j'ai fait ici, à l'arrache, quoi, grosso modo. Notamment, voilà, Maxence qui dit « J'ai des difficultés à me représenter les probas dans ma tête. » C'est théorique pour moi et ça me fait peur. Et en fait, ce que j'essaie de vendre, c'est vraiment le mérite. Ouais, voilà, vous voyez qu'en fait, il n'y avait rien au-dessus, bêtement. Le mérite d'arriver à se représenter ce schéma-là. Et après, il y a tout un jeu, et c'est vraiment l'enjeu fondamental. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à passer d'un symbole, se dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire xn égale 3 ? Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il a réussi, raté. Et donc ça y est, j'ai des intersections, j'ai des complémentaires, et là je peux faire des calculs, et ça va. Mais il y a vraiment 2 passes, en fait. Je vais te faire un schéma, tu vois, parce que c'est quand même vachement important. Et c'est la même chose en Python, en fait. Pour moi, c'est un blocage du même ordre. En fait, si tu veux, tu as une expérience en français, ici. Donc ici, tu as ton expérience. Ici. Ensuite, tu vas avoir des événements. Ici. Et ensuite, tu vas avoir des probas, des probabilités à calculer. Et en fait, si tu veux, il y a un... Ça, c'est ce que tu vas rédiger sur ta copie. Expérience, événement, proba. Mais toi, en fait, ici, il faut que tu t'appuies sur 2 choses. Pour ton expérience, il va falloir que tu t'appliques à faire un schéma ou un arbre. C'est ce qui va te permettre de comprendre, en fait, l'expérience. Et ensuite, quand on va demander la proba d'un événement, en fait, il va falloir que tu te demandes concrètement que signifie-t-il, tu vois, quand tu as un événement donné. Que signifie, du coup, au pluriel, que signifie-t-il, tu vois, comme ça. Et en fait, pour savoir ce que ça symbolise, tu vas aller regarder vers ton arbre. Alors du coup, on va espérer faire ça, et on va espérer qu'il y ait un lien bilatéral ici. Et en fait, la difficulté, elle se situe pas là,
Alors là, après, t'as plus que du calcul, si tu veux. Là, t'es dans une ambiance suite et série. Donc en fait, t'es tranquille. En fait, le problème, c'est toute cette partie de l'iceberg qu'il y a là. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, en fait. Donc tu vois, là, il y a une expérience en français, il y avait un gros bloc. J'ai dû me dire, ok, c'est un schéma, niveau 1, tac, niveau 2, tac, P, 1 P, etc. Il faut prendre du temps, il faut que tu prennes du temps à faire ça. Même un exercice qui ne te demande pas de faire un arbre, essaie de faire un arbre. Ensuite, quand tu as des événements, que ce soit xn égale machin, R1 inter R2, sont-ils indépendants? En fait, il faut que tu puisses te faire des phrases. Là. Il faut que tu puisses me dire en français concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, tout à l'heure, on disait les événements sont pas indépendants, tout le monde s'est gaufré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? R1 et R5 sont indépendants. Indépendant, ça veut dire tout se passe comme si ils n'avaient aucune influence l'un sur l'autre. Mais c'est pas le cas, parce que si tu rates le premier niveau, tu pourras jamais passer le 5e. Donc tu vois bien qu'ils sont pas indépendants. C'est évident dès lors que tu arrives à le traduire correctement en français. Et je dis pas que c'est facile. Je dis que c'est précisément ce sur quoi il faut s'entraîner. Il faut que tu t'entraînes à faire ce lien-là. Il faut que tu t'entraînes à faire ce lien-là. Il faut que tu t'entraînes à faire ce lien-là. Et si tu arrives à faire cette partie-là, la partie haute, elle va se faire. Le problème, c'est que dans les solutions, tu vas pas forcément avoir quelqu'un qui te donne autant d'explications que je viens de le faire. Tu n'auras même pas forcément d'arbre. Mais pourtant, si tu veux raisonner de manière fiable, c'est comme ça qu'il faut commencer à faire. Et après, tu pourrais évoluer sur les tâches du haut. Mais il faut passer, dans un premier temps, par le bas. Voilà un peu l'idée.